Merci d'être à l'écoute des radios Mali. Il est 13h à Massina et région de Ségoué. Dans la région de San, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce journal. Après la fête de Tabaski, le visage de Bamako n'est pas reluisant à cause de l'incivisme et du mauvais comportement des uns et des autres. Et bien, pour changer cet état des faits, les services de la voirie du district de Bamako sont à pied d'œuvre dans les marchés. Et la cible du jour, le marché d'Abanani ou les 4 grandes portes de Bamako. L'ONG Care Mali au chevet des ménages vulnérables et des déplacés internes de Ségou, elle va les soutenir et les assister à tous les niveaux. Pourquoi? La coordinatrice de Care Mali, qui sera notre invitée, nous dira les raisons. La région de San est prête pour accueillir la quinzaine de l'environnement avec des initiatives déjà bien ancrées, notamment une unité de transformation des déchets plastiques en table-banc scolaire. Et comment protéger notre environnement à l'échelle nationale et les politiques du Mali en la matière, Zantigi Boakone, le directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable, sera notre deuxième invité de ce journal. Hors du Mali, les architectes du continent à Dakar au Sénégal pour repenser les villes africaines face à la démographie galopante et pour stopper les spéculateurs fonciers. En Côte d'Ivoire, malgré la radiation de son candidat à la présidentielle d'octobre prochain, le PDCI de Tidjane Thiam ne jette pas l'éponge. Il va organiser une marche de soutien pour son président. En sport, football, dans quelques heures, Cristiano Ronaldo, l'unusable, ou le jeune Lamine Yamal, l'un des deux va remporter aujourd'hui la Ligue des Nations d'Europe puisque la finale oppose le Portugal et l'Espagne. Focus Santé de ce dimanche va nous parler de lupus, une maladie qui ravage les femmes. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Dimanche 8 juin, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué. Ce dimanche 8 juin 2025, les FAMA ont détruit avec succès un véhicule bourré d'explosifs et neutralisé ses occupants à 11 km au sud-ouest de la localité de Balé, région de Nara. L'opération a été menée suite aux renseignements faisant état d'un projet d'attentat avec utilisation traître de ce véhicule civil précédemment enlevé par des groupes armés terroristes. Une surveillance longue et minutieuse a permis l'identification du véhicule qui a été détruit avec précision en même temps que ses occupants. L'état-major général des armées se félicite de la vigilance et du professionnalisme de nos hommes. Il rassure également que rien ne sera de trop pour les femmes à ramener la paix et la quiétude auprès des populations. Je le disais dans les titres. À Bamako, après la fête de Tabaski, le visage de la capitale n'est pas reluisant, notamment au grand marché de la capitale et précisément la partie d'Abanani ou les 4 grandes portes de Bamako. La direction des services urbains de voirie et d'assainissement, dans le cadre d'une journée de salubrité, a décidé d'assainir les lieux. Aliou Abdoulaye Touré. Après l'effervescence de la fête de Tabaski, le décor du célèbre marché d'Abanani de Bamako, cependant, à la veille de chaque fête, la direction des services urbains de voirie mène des opérations d'assainissement le lendemain des fêtes. Le lieutenant-colonel Sekouba Traoré est directeur des services urbains de voirie et d'assainissement. Les périodes de fêtes sont des périodes de production de grandes quantités de déchets. Alors donc pour pouvoir prendre ça en compte, il va falloir renforcer les moyens, il va falloir renforcer les équipements. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes passés de 2 camions matin et soir au niveau du boulevard du Peuple à 5 camions matin et soir. Donc il y a eu 3 camions de 12 roues de plus que d'habitude. Le directeur des services urbains de voirie a compris l'adage selon lequel un environnement de vie sain dépend nécessairement d'un assainissement adéquat. Pour atteindre cet objectif, un effectif d'une 60aine de personnel est mobilisé. Il est composé d'une équipe de chargeurs et de 2 équipes manuelles. Composé de 20 manœuvres chacun qui sont en train en tout cas d'évoluer. C'est-à-dire la machine fait un ratissage, mais la machine ne peut pas tout prendre en compte. Donc ces 2 équipes manuelles sont là pour faire passer en tout cas la main au niveau des coins et recoins pour pouvoir assainir complètement la chaussée. Le but de l'opération est de faire en sorte que le boulevard puisse être débarrassé de tout ce qui est déchets solides après la période de la fête. Toujours sur ce même boulevard,
commerçants, grossistes, détaillants, familles environnantes, chacun vient déverser ses ordures tout au long du trottoir. Pourtant, la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont aussi un devoir citoyen. Hama Maïga est superviseur à la direction des services urbains de voirie et d'assainissement. Les déchets viennent, par exemple, à côté de nous, il y a des gens qui vendent des légumes. Il y a les vendeurs de chaussures, les vendeurs ambulants, les gens qui vendent des habits, donc avec les sachets plastiques, les sachets d'eau, surtout les sachets plastiques qui salissent Bamako. C'est la fête de Tabaski, les gens sont égorgés partout, il y a les déchets des animaux, il y a les vendeurs des herbes, tout ça là. Donc nous sommes obligés d'assainir Bamako, car c'est notre devoir. Après les opérations d'assainissement, le boulevard du Peuple affiche un visage plus rayonnant, avec une circulation plus fluide. De la capitale, direction de la cité des Balanzans, où l'ONG CARE International a procédé au lancement officiel d'un nouveau projet intitulé l'ETRD Saint Charities, en abrégé LDSC. Le projet vise à apporter une assistance sociale aux personnes en situation difficile dans la région de Ségou, aux personnes déplacées internes ainsi qu'aux personnes vulnérables. Plus de 700 ménages seront touchés par le projet dans les cercles de Blaye et de Massina pour une durée de 12 mois. Pour en parler, nous sommes en direct avec la coordinatrice CARE Mali, Awa Koulibaly. Madame la coordinatrice, bonjour. Madame la coordinatrice, bonjour. Bonjour, je suis à l'écoute. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pourquoi le choix des ménages et des personnes déplacées internes? Ok, par rapport à ça, vous savez, tous au Mali actuellement, les pays confrontés par l'insécurité, la mauvaise pluviométrie des inondations, etc., etc. Donc les ménages portent ainsi que les déplacés sont des personnes qui ont quitté leur lieu de résidence à cause de l'insécurité ou à cause des effets du changement climatique pour chercher refuge ailleurs. Donc en laissant tout derrière eux. C'est pour cela que le projet a visé ces cibles-là pour les appuyer. Oui, allez-y. Allez-y. Quant aux routes vulnérables, c'est les personnes qui sont sur place qui accueillent ces déplacés. Ces personnes aussi sont affectées soit par l'insécurité ou bien la mauvaise pluviométrie. C'est pour cela qu'on a voulu appuyer ces cibles-là par rapport aux besoins alimentaires et aux besoins non alimentaires. Quelles sont les attentes et pourquoi un an seulement? Donc, avec un an, le projet, c'est un projet humanitaire. Donc, c'est un projet humanitaire qui vient pour satisfaire les besoins des personnes dans l'immédiat. Et pour cela, le projet va intervenir pendant 12 mois. Les attentes du projet, le projet va appuyer 750 postes et ménages vulnérables en kit alimentaire et non alimentaire. Par rapport à ça aussi, on va les appuyer par rapport au maraîchage, surtout le maraîchage hors sol. Surtout avec les déplacés, c'est des personnes qui n'ont pas accès à la terre, qui ont quitté leur lieu de résidence, donc ils ont besoin d'assistance pour renforcer un peu leur alimentation. Donc il y aura aussi le maraîchage hors sol avec des semences améliorées et des équipements. Par rapport toujours au projet, on va les appuyer aussi par rapport au kit d'hygiène. Surtout les filles et les femmes en âge de procréer, on va les appuyer par rapport au kit d'hygiène pour la gestion de leur menstruation. Il y aura aussi des kits NFI et des kits WASH à l'endroit aussi des déplacés. Quand ils parlent des kits NFI, c'est des ustensiles de cuisine. Les kits WASH, c'est des kits qui vont purifier l'eau. C'est pour faciliter la consommation de l'eau. Donc, c'est un peu les attentes du projet à l'endroit des déplacés et des routes vulnérables pour les décès, Massina et Bla. Vous l'avez dit justement, pourquoi Massina et Bla seulement? Massina et Bla, je sais que toutes les régions du Mali ont besoin de ce genre de projet. Mais le choix de Ségou là, le fait que CARE intervient dans la région de Ségou, CARE mène beaucoup de projets dans la région de Ségou pour la complémentarité de nos activités et la durabilité aussi de nos actions. C'est pour cela qu'on a voulu mener cette activité dans la région de Ségou. Ça va coûter combien en termes de budget à CARE Mali? Ça va coûter à peu près 9 223 714 $.
mais à peu près 6 millions et quelques en francs CFA. Madame la coordinatrice, dernière question. Quelles sont les perspectives dans l'avenir pour Ker Mali au-delà d'un an de ce projet à Abla et Massina? Ok. Par rapport à ça, dans l'avenir, si on arrive à mettre en œuvre toutes les activités du projet, avec aussi la confiance du bailleur, nous aurons d'autres financements pour intervenir dans d'autres régions du Mali. Pourquoi pas? Je vous remercie, Madame la coordinatrice de Ker Mali, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de Ker Mali, Awa Coulibaly, et vous venez de lancer un projet à l'endroit de 700 familles vulnérables et des déplacés internes dans la région de Ségou, notamment Abla et Massina. Oui. Nous poursuivons sur la route de Ségou et direction 100 où la journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque année le 5 juin depuis 1973. Cette année, le thème retenu est mettre fin à la pollution plastique mondiale. Et cette année au Mali, les regards seront tournés vers la ville de 100 qui doit abriter le 12 juin prochain le lancement des activités de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. D'ici là, les acteurs se mobilisent pour dire stop à la pollution plastique et aux coupes abusives du bois. Notre équipe de reportage, dirigée par Dissa Kone, nous dresse la situation environnementale de la région de San. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Je remercie les plus hautes autorités qui ont choisi la région de San cette année pour abriter la cérémonie de lancement de la quinzaine de l'environnement. Cette 26e édition de la quinzaine de l'environnement dont il est question sera lancée ici à Santoro et Karantelas le 12 juin 2025 par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale. Une mobilisation donc à la hauteur du défi à relever s'impose. Mais venons-en à la journée du 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Cette journée met l'accent cette année sur la lutte contre la pollution plastique sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique ». Dressons tout d'abord la situation environnementale de la ville de San, voire la région. Lieutenant-colonel Ousmane Samasekou, directeur régional des eaux et forêts de San. La situation environnementale est très cruciale à San. Pratiquement, le couvert végétal est carrément détruit, ce qui fait qu'il fait très très chaud ici et on fait moins de reboisement pour compenser ça. Cette quinzaine va permettre à la population de faire une prise de conscience par rapport aux actions environnementales. Ça peut stimuler les populations à se mettre dans le grand reboisement et à protéger l'environnement, à faire moins de coupes de bois. Adama Fane, directeur régional de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Et si vous prenez les cas spécifiques de la gestion des déchets solides, alors le problème qui se dégage est un manque des ouvrages de gestion de ces déchets, notamment les dépôts de transit et la décharge finale. Dans les documents de planification appelés les PSA, les plans stratégiques d'assainissement des San et environ, il était prévu de réaliser 13 dépôts de transit à travers la ville de San. Mais à la date d'aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul dépôt de transit digne de ce nom. Et le constat qui se dégage, c'est la prolifération des dépôts sauvages à travers la ville. Et le thème de ce 5 juin, mettre fin à la pollution plastique mondiale, vient à point nommé. Depuis 3 ans, une unité artisanale de recyclage et de transformation des déchets plastiques en table-banc a vu le jour à San. Elle collecte par mois un peu plus de 136 tonnes de déchets plastiques. Cette unité fera l'objet d'une visite par la délégation du Premier ministre. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. C'est la transformation des sachets plastiques jetés dans les rues sur les tas d'ordures qui sont ramassés par les femmes et qui sont vendus à cette unité de transformation, les kilos à 100 francs. Adama Fane, directeur régional de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Cette unité de transformation, aujourd'hui, est en train de contribuer non seulement à assainir la ville, protéger l'environnement, procurer de l'emploi et donner aussi un revenu aux différentes femmes formées en la matière pour le tri de ces déchets plastiques. La pollution plastique est devenue omniprésente, affectant du coup les cours d'eau, les sols, la santé humaine et contribue au réchauffement climatique. Pour y faire face, il urge une riposte collective. C'est ce qu'a compris le GIE Djeya Nissanouyan depuis fort longtemps. Job Koulibaly, membre du GIE Djeya Nissanouyan. L'unité de transformation, ça a été inauguré en 2021, novembre 2021. Et la création, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de pollution, notamment des sachets plastiques dans la ville de San. Donc c'est pour contribuer à la réduction des sachets plastiques
pour pouvoir les transformer à des fins utiles. Pour marquer la quinzaine de l'environnement du 12 au 17 juin, plusieurs autres activités sont au programme. Lieutenant-colonel Ousmane Samasekou, directeur régional des eaux et forêts de 100. Pour cette quinzaine, on a prévu de faire un reboisement de 5 hectares à 100 et reboisement d'un bosquet de 0,2 hectares dénommé bosquet AES. Le PM pourrait visiter et ces bosquets vont permettre de préserver l'environnement, d'améliorer la qualité de vie des populations, de servir d'assiette de loisirs et de récréation pour les populations et aussi d'améliorer l'image de la commune urbaine des 100. Rappelons que le 17 juin, journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, a pour thème cette année restaurer les terres, exploiter les opportunités. Sans Dressakone et Sedou Kamena pour le RTM. Toujours dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, notre deuxième invité de ce journal est Zantiki Bouakone. Il est le directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable, l'AEDD. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Merci et bienvenue dans 13 heures d'image. Comme nous l'avons dit, le 5 juin, c'est la journée qui est dédiée à la journée de lutte pour l'environnement, justement. Mais à cause de la période de fête de Tabaski, elle a été un peu décalée au Mali. Où en sommes-nous dans notre pays dans la lutte pour la protection de l'environnement? Okay, merci. En fait, je vous remercie d'abord pour cette opportunité de m'exprimer sur le sujet aussi crucial que la protection de notre environnement. Je voudrais avant tout propos, au nom de Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, remercier les plus hautes autorités, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, d'avoir accepté de parrainer cette 26e édition de la quinzaine de l'environnement, dont la cérémonie de lancement prévue le 12 juin à 100 sera présidée par son Excellence le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef de gouvernement. Comme vous le savez, l'édition 2025 de la quinzaine de l'environnement vient magnifier deux dates importantes inscrites dans l'agenda environnemental international, à savoir le 5 juin, la journée mondiale de l'environnement placée cette année sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique » et le 17 juin, journée internationale de lutte contre la désertification, célébrée sous le thème « Restaurer les terres, exploiter les opportunités ». La tenue de cette 26e édition reflète la volonté du gouvernement à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable d'impliquer toutes les couches de la société dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Comment impliquer toutes les couches? Alors, la quinzaine de l'environnement est une activité de communication, de sensibilisation et de changement de comportement. Et c'est pourquoi nous sommes engagés à impliquer toutes les couches, que ce soit le secteur privé, la société civile, les ONG, en tout cas à un changement de comportement. Vous savez, le thème concernant la pollution plastique, il y a beaucoup d'aspects qui ont déjà été faits par le gouvernement. En fait, sur le point, je tiens à souligner que le Mali n'est pas resté passif face à cette problématique de pollution plastique. Plusieurs initiatives ont déjà été mises en œuvre. Il est essentiel de les faire connaître tout en rappelant les responsabilités citoyennes. Donc, il s'agit notamment de l'arrêté interministériel interdisant les sachets plastiques non biodégradables, la promotion du recyclage et de l'économie circulaire, aussi le partenariat avec le secteur privé pour la collecte et la valorisation des déchets. Toutefois, aucun dispositif ne peut réussir sans adhésion citoyenne. C'est pour revenir à votre question. Le message que nous adressons à la population est simple, mais fondamental. Changer de comportement, c'est protéger notre santé, notre enfant, notre avenir commun. Cela commence par des gestes simples. Refuser les plastiques à usage unique, trier des déchets, privilégier les alternatives durables et participer aux initiatives communautaires de propriété.
Oui, monsieur le directeur, vous venez de dire, depuis une dizaine d'années, il y a une loi qui interdit l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Aujourd'hui, on a utilisé beaucoup la carotte. Est-ce qu'il n'est pas temps d'abuser maintenant du bâton? Oui, effectivement, c'est ce que je viens de dire. Donc, je pense qu'il est toujours bon de renforcer, en tout cas, les actions de communication. Nous ne serons jamais fatigués de le faire. Et de sensibiliser aussi les populations. Et au moment venu, nous allons utiliser, comme vous l'avez si bien dit, il faut du bâton à la carotte. Donc, c'est pourquoi l'AIDD, avec l'ensemble des parties prenantes, attend à amplifier les campagnes de sensibilisation, notamment en milieu scolaire, sur les marchés et à travers les médias communautaires, pour inscrire la lutte contre la pollution plastique dans les habitudes quotidiennes. Oui, nous sommes tous fautifs face à la dégradation de notre environnement et de notre cadre de vie. À l'approche de l'hivernage, on doit faire quoi? C'est-à-dire la population de façon générale? La population de façon générale, puisque nous sommes toujours sur la question des déchets plastiques, je pense que c'est de faire en sorte, en tout cas, d'adopter un bon comportement, en tout cas de gérer de façon durable ces déchets plastiques, d'éviter que ces déchets plastiques ne viennent pas dans nos caniveaux, dans nos collecteurs, parce que ça constitue en tout cas la problématique des questions liées à l'inondation. Et ces déchets plastiques aussi dégradent nos sols, donc qui a aussi une problématique par rapport en tout cas à notre agriculture. Et c'est aussi une problématique aussi qui vient aussi contaminer nos fleuves. Donc c'est important quand même d'assurer une gestion durable de ces déchets plastiques. Monsieur le directeur général, depuis quelques années, la cote d'alerte est atteinte au Mali. Si on vous demandait de noter de 1 à 10, quelle serait la moyenne du Mali en matière de lutte pour la protection de l'environnement? Ok, merci pour cette question. Je pense que sur le plan international, les messages portés sont d'une grande portée stratégique pour les pays comme le nôtre. Je voudrais quand même insister sur le rôle catalyseur et les perspectives qu'il ouvre pour renforcer notre engagement. Et vraiment, à l'échelle mondiale, le message en faveur de la protection de l'environnement contribue à bâtir un consensus planétaire autour de l'urgence écologique. Et les appels internationaux comme ceux lancés lors des COP ou par le programme des Nations Unies pour l'environnement permettent d'harmoniser les normes, de mobiliser les financements, aussi de renforcer les transferts des technologies. Mais ils ont aussi, n'est-ce pas, une portée symbolique essentielle. Et ils légitiment nos combats locaux et valorisent en tout cas les efforts des pays comme le Mali dans cette lutte globale. Je pense qu'en relayant ces messages, nous montrons que le Mali, en tout cas, est un acteur engagé, conscient de sa responsabilité environnementale et déterminé à jouer pleinement son rôle dans la transition écologique mondiale. En tout cas, il nous appartient aujourd'hui de traduire ces engagements en actions concrètes, n'est-ce pas, à travers une gouvernance plus inclusive, un partenariat renforcé avec les jeunes, les femmes, les collectivités et une implication accrue du secteur privé. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie et je ne serai pas quand même disposé à vous donner une note. Je reviens, je ne vous lâche pas, monsieur le directeur. Est-ce qu'on a la moyenne ou on est en dessous de la moyenne? Moi, je pense qu'on est au-delà de la moyenne. On est au-delà de la moyenne parce qu'aujourd'hui, nous avons en tout cas aujourd'hui l'accompagnement en tout cas des partenaires techniques et financiers pour faire face au fléau. En même temps, nous avons aussi des textes aussi qui sont là, qui sont élaborés à cette fin. Et nous pensons aujourd'hui que la population est en train, en tout cas, de prendre conscience, en tout cas, de cette problématique de gestion des déchets plastiques. Donc, je pense que nous sommes au-delà de la moyenne. Monsieur le directeur, dernière question. Vous l'avez dit, le monde se réunit continuellement, habituellement, pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Ça change quoi, puisque l'environnement se dégrade de plus en plus de nos jours?
Vous savez, il faut mesurer, en tout cas, et cette situation de dégradation de l'environnement. Il y a la dégradation naturelle, il y a aussi cette dégradation, n'est-ce pas, qui est causée par les activités humaines. Et je pense que, je viens de le dire, et en ce qui concerne la dégradation faite par nous les humains, et nous sommes en train quand même de prendre des textes à la matière et nous sommes en train, en tout cas, de conscientiser davantage cette population, en tout cas pour un changement de comportement. Et je pense que c'est à travers ça que nous allons faire face à cette problématique, à ce fléau. Et on espère que votre message sera entendu. En tout cas, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Zantigi Bois-Koné, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable, l'AEDD. Merci, c'est moi qui vous remercie. Très bien. Hors du Mali, en Côte d'Ivoire, 3 jours après la radiation définitive de l'opposant Tidjane Thiam de la liste électorale, son parti, le PDCI, tente toujours de réagir et de se mobiliser. À moins de 5 mois de la présidentielle, la formation politique a rassemblé ses militants hier à son siège de Cocody à Abidjan. Objectif, afficher l'unité derrière le chef du parti. Le député Soumaïla Bredoumi a déclaré à cette occasion, je cite, « Le PDCI RDA exprime tout son soutien au président Tidjane Thiam qui reste son seul et unique candidat pour les élections primaires du mouvement. Et même si le président du parti est inéligible, aucune autre piste n'est envisagée pour la présidentielle. Tout le monde peut être candidat, mais nous, on cherche quelqu'un pour gagner. Et pour gagner, c'est Tidjane Thiam. » Fin de citation. Le PDCI a prévu aussi d'organiser une marche nationale pour réclamer son retour sur la liste électorale. Autre opposant absent de la liste électorale, l'ancien président Laurent Koudou-Babo, l'ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Kigbafori-Soro et l'ancien ministre Charles Blé Goudé. Au Sénégal, les architectes de tout le continent s'étaient donné rendez-vous pendant 3 jours à Dakar pour le premier symposium des architectes africains. Pendant 3 jours, une centaine d'architectes ont planché sur le thème « Repenser les villes africaines pour une perspective durable ». À la fin, une déclaration commune, une série de recommandations ont été élaborées pour remettre au chef d'État du continent pour améliorer la qualité des villes africaines. Au Libéria, l'ancien président de la Chambre des représentants, Jonathan Fonati Kofa, a été placé en détention au siège de la police nationale. Il est inculpé avec plusieurs autres élus pour l'incendie de décembre dernier au Congrès. En décembre 2024, la capitale Monrovia a été le théâtre de manifestations de soutien à Jonathan Fonata Kofa et c'est dans ce contexte qu'un violent incendie endommage le Congrès le 18 décembre. Après une plainte contre lui en avril à la Cour suprême du Libéria pour invalider la destitution de Jonathan Fonata Kofi, mais il décide de démissionner de son poste de député en mai. Il est inculpé à présent d'incendie criminel, mise en danger d'autrui et tentative de meurtre. Selon le chef de la police, il existe des preuves solides contre lui. L'opposant parle de manœuvres politiques périlleuses pour la stabilité du pays. Des personnalités politiques du Libéria ont réagi à cette arrestation, dont l'ancien président, ancien footballeur et Ballon d'Or en 1995, le président Georges Opong Weah. Tous demandent la libération de Jonathan Fonata Kofa sans condition, ainsi que celle des autres députés mis en cause. Au Ghana, un avis de recherche internationale à l'encontre d'un ancien ministre des Finances, Kenneth Ofori-Atta, cette figure de l'administration de l'ancien président Nana Akufo-Addo, est accusée par le procureur spécial du pays d'avoir profité de ses fonctions pour son avantage personnel. Au total, Kenneth Ofori-Atta est accusé de corruption dans 5 affaires en lien avec des contrats publics, notamment la gestion désastreuse de la construction de la cathédrale nationale, un projet pharaonique de plusieurs dizaines de millions de dollars qui n'a jamais abouti. Il est actuellement hors des frontières du Ghana. Une notice rouge a été publiée vendredi par Interpol, la police internationale, à la demande du Ghana pour son arrestation. Une demande injuste selon la défense de l'ancien ministre des Finances, car Kenneth Ofori-Atta serait actuellement à l'étranger pour raisons médicales. Réunie hier à Malabo, en Guinée équatoriale, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale a prolongé d'une année supplémentaire la présidence du président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema.
Motif, les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, alors que la présidente tournante de l'organisation devrait revenir au Rwanda. Aussitôt, le Rwanda a annoncé quitter la communauté économique des États de l'Afrique centrale après ce 26e sommet de l'organisation en dénonçant et déplorant l'instrumentalisation de la CEAC par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. Par ailleurs, lors de ce sommet de Malabo, la CEAC a décidé de lancer la zone de libre-échange de la communauté le 30 août 2025. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a suggéré que l'ONU prenne la tête d'un groupe de pays pas impliqués dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour tenter de trouver un accord entre Kiev et Moscou. Selon lui, l'ONU peut retrouver un rôle de premier plan dans cette affaire alors que des pourparlers russo-ukrainiens lancés en mai dernier en Turquie patinent depuis le début des négociations. Aux États-Unis, l'escalade se poursuit dans la querelle entre le président américain Donald Trump et l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Le président américain a annoncé dans une interview hier sur la chaîne NBC News son ancien allié de très lourdes conséquences s'il tenait de nuire à des élus républicains 2 jours après leur violente rupture qui a éclaté aux yeux du monde entier. Il a également fait part de son intention de ne plus vouloir adresser la parole à Elon Musk, bien qu'Elon Musk ait effacé certains de ses messages qu'il avait publiés jeudi sur le réseau social X, dans lequel il se disait favorable à une destitution de Donald Trump ou un autre où il insinuait un lien entre Donald Trump et l'affaire Epstein. Le président américain a aussi déclaré sur NBC News qu'il n'avait aucune envie de restaurer sa relation avec Elon Musk, qu'il a traité d'ingrat car sans lui, Donald Trump ne serait pas élu pour son 2e mandat. Toujours aux États-Unis, des millions de méthodes contraceptives pour une valeur de plus de 12 millions de dollars, soit plus de 5 milliards de francs CFA, sont bloqués dans des entrepôts par les États-Unis et menacés de destruction. Ces produits sont destinés aux populations des pays les plus pauvres, en particulier en Afrique subsaharienne. Pour en parler, nous recevons dans ce journal en direct Lansine Keita. Lansine, bonjour. Bonjour Ousmane Daou. Expliquez-nous les raisons du blocage de ces produits pharmaceutiques par les États-Unis. C'est une des conséquences de la suppression d'une grande partie des financements des programmes de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Les stocks en question, entreposés en Belgique et aux Émirats arabes unis, comprend des préservatifs, mais aussi des implants contraceptifs, des pilules et des dispositifs intra-utérins, le tout pour une valeur de plus de 5 milliards de francs CFA, vous l'avez dit. Ces moyens de contraception, initialement destinés en majeure partie aux femmes vulnérables d'Afrique subsaharienne, notamment les plus jeunes qui sont parfois exposées aux grossesses précoces, et d'autres n'ont pas accès aux contraceptifs faute de moyens ou en raison de conflits. Depuis janvier, les États-Unis ont gelé l'essentiel de ces programmes d'aide au développement et semblent ne plus vouloir ni faire des dons des contraceptifs, ni en payer les coûts de livraison ou de destruction. Les États-Unis souhaiteraient vendre ces produits, mais selon un haut fonctionnaire du département d'État qui a en charge la supervision de l'USAID, affirme toutefois qu'aucune décision n'a été prise par rapport au devenir des stocks. Les discussions sont en cours entre les représentants des pays concernés, les agences et ONG humanitaires internationales et Cheminox, l'entreprise chargée de l'approvisionnement en produits de santé de l'USAID. Pour le moment, la question que l'on peut se poser, faut-il dépenser pour servir ou dépenser pour détruire? La suite nous édifiera Ousmane Daou. Lansine Keita, on vous retrouvera juste après ce journal pour la rétrospective de l'actualité dénommée Rétro 7. Mais d'ici là, toujours aux États-Unis, les autorités américaines poursuivent leur opération contre les migrants avec des méthodes de plus en plus musclées. La police de l'immigration a effectué des raids à Los Angeles vendredi. Cette descente a provoqué des émeutes partout dans la ville, aux Anges. Après 16 heures, Donald Trump, le président, a annoncé le déploiement de 2000 gardes nationaux à Los Angeles, selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Si le cadre juridique dans lequel Donald Trump envoie la garde n'a pas été précisé, il s'agit de la loi sur l'insurrection, une loi qui permet au gouvernement national de mobiliser l'armée sans avoir l'autorisation du gouverneur et du maire de la ville. C'est la première fois depuis 60 ans qu'un président américain décide d'envoyer la garde nationale sur le terrain. Dans un instant, le sport.
On parlera athlétisme avec la Ligue de Diamant Rome. L'Américain Trayvon Bromell n'a pas eu d'opposition sur les 100 mètres dans la capitale italienne et la Kenyane Béatrice Chebet a une nouvelle fois impressionné sur 5000 mètres. Et en football, tournoi Maurice Ravello de Toulon en France. Pas de match cet après-midi. Les rencontres de la troisième journée commencent demain avec le groupe A. Il y aura Arabie Saoudite, Mali et Panama, France. En Ligue des Nations, la compétition connaîtra son épilogue dans quelques heures. Le match de classement se joue en ce moment entre l'Allemagne et la France. Juste après, le Portugal affrontera l'Espagne et l'Italie. L'unisable Cristiano et l'Espagne et bien sûr le Portugal. L'unisable Cristiano Ronaldo du Portugal et le tout nouveau chouchou du football mondial, Lamine Yamal. L'un des deux sera sacré ce soir avec son pays. Les rencontres se déroulent en Allemagne. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tchenou. Tournoi Maurice Ravello en France, pas de rencontre aujourd'hui. Hier, au compte de la deuxième journée de la groupe B, le Mexique a battu le Japon au tir au but 4-3. À l'issue du temps réglementaire, le score était de 1 but partout. Dans l'autre rencontre du groupe, le Danemark a battu le Congo par 2-0. Demain, le groupe A sera à l'honneur à la faveur de la troisième journée. L'Arabie Saoudite accueillera le Mali et le Panama affrontera la France. Ligue des Nations, la compétition connaîtra son épilogue ce dimanche. Le match de classement entre l'Allemagne et la France se jouera d'abord. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu pour 13h à Stuttgart. Les deux équipes se sont déjà rencontrées 19 fois depuis 1931. Le dernier match entre les deux formations a été remporté par l'Allemagne un 23 mars 2024. En cas de match nul à la fin du temps réglementaire, lors de cette petite finale de la Ligue des Nations, il n'y aura pas de prolongation. Le vainqueur sera alors désigné via une séance de tir au but. Cette règle de l'UEFA n'est cependant pas valable pour la finale qui opposera le Portugal et l'Espagne prévue juste après. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu pour 19h. Cette finale entre le Portugal et l'Espagne propose un choc des générations entre l'exceptionnelle longévité de Cristiano Ronaldo, qui a aujourd'hui 40 ans, et la précocité déroutante de Lamine Yamal, 17 ans. Le premier remportait avec Manchester United la première de ses 5 Ligues des Champions, pendant que le second n'avait pas encore fêté son premier anniversaire. Yamal, à quelques jours de souffler ses 18 bougies, n'en finit plus d'impressionner par sa précocité et sa maturité. Son aisance balle au pied se mêlant à une petite dose d'insolence bien de son âge. En face, CR7 n'a rien perdu de son envie de soulever des trophées la quarantaine passée. Vainqueur de la Coupe arabe des clubs champions en 2023 avec El Nasser, qu'il va d'ailleurs quitter, Ronaldo a remporté la Coupe d'Italie avec la Juventus de Turin en 2021, son dernier sacre en Europe. Contre l'Espagne, il faut remonter à novembre 2010 pour retrouver une victoire lusitanienne en match amical et en juin 2004 à l'Euro à domicile en compétition officielle. La Roi a remporté la dernière édition de la Ligue des Nations au printemps 2023, prémisse de sa domination à l'Euro 2024. À l'époque, Lamine Yamal n'était pas encore dans le groupe espagnol, mais était devenu une pièce décisive de sa sélection un an plus tard. Il est désormais un chaînon essentiel du jeu de l'Espagne. Athlétisme pour terminer, Ligue des Diamants à Rome. Trayvon Bromell n'a pas eu d'opposition sur la courte distance à Rome. L'Américain a décroché la meilleure performance mondiale de la saison sur 100 mètres à 9,84 lors du meeting italien en Ligue des Diamants. D'autre part, la Kenyane Béatrice Chebet, aujourd'hui âgée de 25 ans, a une nouvelle fois donné l'impression que courir à ses allures était facile. Double championne olympique à Paris sur les 5000 et 10 000 mètres, la Kenyane s'est vite débarrassée de la concurrence, dont la recordwoman du monde, Gudaf Tsegay, avant d'écraser la course sur le dernier kilomètre et atterrir à la deuxième place des bilans mondiaux de tous les temps sur 5000 mètres avec un nouveau record personnel de 14 minutes, 3 secondes, 69 centièmes. Focus Santé. Il n'y a pas beaucoup de passerelles entre le sport et la santé. Dans ce numéro de Focus Santé, le lupus, on va en parler. Il s'agit d'une maladie qui affecte beaucoup plus les femmes que les hommes. Cette pathologie touche les articulations, la peau et d'autres organes. Il provoque également des lésions sur la peau de la personne touchée. Actuellement, son traitement est uniquement basé sur des pathologies auxquelles le patient se plaint. Pour en savoir davantage, nous sommes allés à la rencontre des spécialistes des os, notamment en rhumatologie et de la peau. Suivons leur explication dans Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé.
Le système immunitaire produit des anticorps qui défendent notre corps contre toute agression. Les anticorps des personnes affectées par le lupus, au lieu de défendre l'organisme, sont plutôt agressifs et attaquent les organes. C'est ce qui provoque des signes lupiques. Sidi Touré, rhumatologue au CHU du Point G. Alors, le lupus, c'est une maladie du système immunitaire qui, au cours de son dérèglement, entraîne des signes assez polymorphes, beaucoup plus au niveau de la peau et des articulations. Quand elle touche les articulations, elle donne des douleurs et des gonflements au niveau des articulations en périphérie. Et ces douleurs surviennent très souvent le petit soir, la nuit et le matin. Souvent, la maladie peut se révéler malheureusement par des atteintes beaucoup plus graves, telles que l'atteinte du rein, l'atteinte du cœur, les poumons. Quelquefois, on peut récupérer certains malades en psychiatrie. Il faudra ajouter aussi aux manifestations, quelquefois, il y a des femmes qui perdent leur grossesse à cause de cette maladie-là. L'une des particularités de cette maladie est l'apparition des lésions et des taches blanches sur le corps. Zita Abibatou Diabakate, dermatologiste en formation. Il faudrait savoir que le lupus se divise en 3 phases. Donc, le lupus aigu se manifeste par un érythème malais. Ce sont des érythèmes au niveau du visage qui prennent les 2 joues, le nez, mais en épargnant les sillons nasogéniens, des érosions buccales et aussi une atteinte au niveau des dos, des mains. Pour le lupus subaigu, nous avons les lésions, ce sont des lésions annulaires. On a aussi le lupus discoïde, qui est le lupus chronique. Elle se caractérise par des plaques au niveau du visage aussi, ce sont des plaques érythémateuses. Selon les études, cette maladie n'est ni contagieuse ni héréditaire. Les causes réelles ne sont toujours pas connues, mais les facteurs de risque existent. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent se retrouver dans des facteurs environnementaux. Des chercheurs ont impliqué l'exposition excessive au soleil. Certains médicaments que nous-mêmes nous prescrivons aux malades peuvent éventuellement déclencher le lupus. Souvent, le stress, c'est la mère de toutes les maladies. Quelques facteurs génétiques. La prise en charge du lupus est pluridisciplinaire et c'est à long terme. La maladie, quand elle est découverte au décours de plusieurs examens, donc quand on arrive à dire que l'intéressé est lupique, il y a 2 volets du traitement. On appelle un volet le traitement de fond, qui sont les médicaments qui sont assez chers. Et il y a le traitement symptomatique. Le traitement symptomatique, c'est les médicaments qu'on donne souvent pour calmer la maladie quand elle est en poussée. Elle se soigne, elle ne finit pas. Je rappelle que la Société malienne de rhumatologie, elle s'est fixée comme mission de faire une éducation thérapeutique. C'est dans ce cadre-là que nous avons élaboré depuis 2019 un guide pour aider les malades à comprendre la maladie et pour éventuellement aider nos autres collègues à penser beaucoup plus au lupus quand ils sont devant leurs patients. Sur 10 cas de lupus, 9 sont les femmes. Pour diagnostiquer cette maladie, les patients dépensent au moins 150 000 francs CFA, sans compter les frais de médicaments qui sont aussi élevés. Nous refermons ce journal par une triste nouvelle. L'ancien ministre Ibrahim Ndiaye n'est plus. L'ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ancien maire du district de Bamako et commandeur de l'Ordre national du Mali, Ibrahim Ndiaye, est décédé ce vendredi à l'âge de 77 ans à Tunis, en Tunisie, des suites d'une maladie. Homme d'État respecté, celui qu'on appelait affectueusement Iban Ndiaye, a servi son pays avec dévouement et compétence. Son corps sera rapatrié mercredi prochain. Les obsèques sont prévues le même jour chez lui-même à Banankabougou. En cette douloureuse circonstance, le RTM par ma voix présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble du peuple malien qui perd en lui un serviteur de la nation. Que son âme repose en paix.
13h42 à Dramani, c'est dans la région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, réalisation Lansine Keita, mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Fadema Keita. Mais dans quelques instants, la rétrospective de l'actualité de la semaine avec Lansine Keita. Bel après-midi à toutes et à tous et excellente semaine à venir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.